On va poursuivre cette matinée, on va même la clore avec Delphine Jouenne qui va nous rejoindre, spécialiste de la sémantique. Elle est conférencière, elle est dirigeante d'entreprise aussi. Et elle est aussi auteure de nombreux ouvrages dont, tenez-vous bien, Démostalgie aux éditions Anderby. Et elle va nous offrir un éclairage et puis un décryptage bienvenu. Et puis surtout, elle va nous permettre de marquer une pause et de sortir de ce qu'elle appelle fort justement la dictature de l'émotion. Elle est avec nous, vous pouvez l'applaudir. Une façon de joindre l'utile à l'agréable avec Delphine qui nous rejoint. Merci Frédéric. Bienvenue. Eh ben, je vais me mettre debout. Ça va être aussi et moi, simple. je vais me mettre dans l'assistance et puis je réagis. Voilà, bon parce que c'est vrai que finalement, dans la philosophie antique, on avait l'habitude de marcher pour pouvoir penser. Donc, je me suis dit que j'allais rester debout. Alors, je ne vous propose pas non plus de vous mettre debout, mais voilà. Le temps des bascules, ça m'a inspiré. On va peut-être sortir un peu du cadre, mais je me suis dit, tiens, si on commençait par une petite histoire de cul. Alors là, vous vous dites, la conférence est en train de prendre une autre tournure. On ne nous avait pas prévenu. C'est un nouveau concept. Merci Jean-Pierre. En fait, pas du tout. C'est simplement justement pour revenir sur ce travail étymologique, c'est que le terme bascule, c'est justement cette notion de... Vous retrouvez le mot cul. Et justement, cette notion de donner un coup de bâton sur l'arrière-train. Vous voyez, même là, je commence à devenir un peu plus pudique. J'arrête d'utiliser le mot. Et c'est aussi cette notion, finalement, de balance. Parce qu'on est à un temps où il va falloir faire des choix. Alors c'est vrai que ce qui m'a interrogée, c'est qu'on parle de temps des bascules, mais finalement on parle plus de points de bascule. Et si on regarde l'image que vous avez sur le petit livret, c'est plutôt un fil de ferriste et on voit qu'il y a quand même un chemin à parcourir, donc on n'est pas sur le point, on est plus sur une ligne de crête. Et il va falloir prendre des décisions. Frédéric en parlait tout à l'heure. Voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle Démostalgie. Et c'est un néologisme que j'ai créé pour justement essayer de qualifier cette rupture de dialogue entre le citoyen et le politique. Ce mot, il repose sur la notion de démos. La notion de démos, c'est le peuple. Et algos, c'est la douleur. Et c'est finalement la douleur et la tristesse qu'on peut tous ressentir par rapport au spectacle politique auquel nous assistons ces derniers mois, un peu plus précisément ces derniers mois. D'où cette notion de démostalgie qu'on rencontre dans la société. Et on se dit finalement cette démostalgie, et je me suis dit que c'était peut-être ce sujet-là qui allait vous intéresser, c'est est-ce que cette démostalgie est aussi présente dans l'entreprise? Parce que je pense que ça, c'est le sujet qui est le vôtre. Quelques chiffres, parce que c'est toujours bien d'avoir un peu de data. Quelques chiffres à vous communiquer. À l'occasion de ce livre, j'ai fait réaliser aussi un sondage. Plus de 80% des Français estiment appartenir davantage à un système qu'à une société. Et 65% des Français estiment qu'en fait, la politique et le politique ne pourra pas lui apporter de solution pour changer son quotidien. Alors ces chiffres sont quand même assez dramatiques. Et je me suis aussi interrogée à titre personnel. Et là, je me suis dit, waouh, 65%. Et finalement, est-ce que j'en fais partie? Et le pire, c'est quand même de... Voilà, je vais faire mon petit coming out politique. Parce que souvent, en ces derniers temps, il y a pas mal de coming out dans les médias. Je vais vous faire un petit coming out politique. C'est que le 15 mars 2020, j'ai été élue. Donc, je suis aussi élue municipale. Non, c'était le 15, le premier tour. Voilà, c'est ça. Premier tour des élections municipales, donc j'ai été élue. Donc je suis conseillère municipale et je suis en train de vous dire que finalement, est-ce que la politique, je suis en train de réfléchir en me disant, est-ce que la politique peut faire changer les choses? On peut en douter. Donc ça, c'est quand même une notion assez forte. C'est que même des gens qui sont engagés, qui ont envie de faire des choses, commencent à se dire, est-ce qu'on peut vraiment faire bouger les choses grâce à la politique? Et c'est là où l'entreprise aussi a un rôle à jouer. C'est est-ce que finalement, là où la société, le politique a peut-être du mal à faire bouger les choses, est-ce que ce n'est pas à l'entreprise de pouvoir prendre le relais? C'est un point important. Et ce que je vais vous proposer finalement, c'est de revenir sur ce mot démostalgie en se disant quelles sont les causes
de la némostalgie, quels en sont les remèdes, pardon, quelles en sont les causes, quels en sont les symptômes, et aussi travailler ensemble sur les remèdes. Bon, on va tous être des médecins malgré nous, mais je me suis dit qu'à Avignon, c'était peut-être pas si mal que ça. Donc les causes. Les causes de la némostalgie, on se rend compte finalement qu'on a une ambivalence entre le collectif et l'individualisme. Le summum, la quête finalement de la démocratie, c'est quoi? C'est l'individu. L'individu, à la différence de l'être humain, l'individu fait partie d'un collectif. Il peut faire partie d'une famille, il peut faire partie d'un groupe. Mais dès lors que l'individu prime sur le collectif, on parle d'individualisme. Et c'est là qu'on se rapproche de l'égoïsme. On se rend compte aussi que finalement, on est face à une nouvelle génération de citoyens qui vont être partagés entre deux notions. La notion de personnalité, de personnages un peu mythiques, mythologiques, qui sont Antigone et Narcisse. Antigone, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que de plus en plus de jeunes, ou de moins jeunes, mais vont finalement prendre position dans la vie sociétale, pour s'engager contre quelque chose. On ne va plus s'engager pour, on va s'engager contre un projet, contre une décision, contre des méga-bassines, contre l'implantation d'une entreprise. Donc on s'oppose. Et de l'autre, on a Narcisse. Narcisse, c'est quand même celui qui est tombé dans la rivière en admirant son portrait dans l'eau. Et ce Narcisse, finalement, c'est aujourd'hui aussi cette génération qui se regarde, qui prend des selfies et qui aime se mettre en scène. Donc qui utilise fortement Instagram, TikTok et tous les réseaux sociaux. C'est un mix, enfin là je vous parle de Narcisse et Antigone, c'est un mix entre Nabila et Louis Boyard, par exemple. Là, on voit tout de suite à peu près ce que ça peut donner. Et c'est là où on se rend compte que cet individualisme est extrêmement négatif. Là, en entreprise, ce qui est aussi intéressant, c'est que cet individualisme ou cette singularité, on va aussi essayer de la travailler. On va passer du pluriel, on va passer du pluriel au singulier. C'est-à-dire que de plus en plus d'entreprises vont essayer de mettre en place des projets CARE, par exemple, ou des projets pour pouvoir prendre en compte la singularité des parcours de leurs collaborateurs. Là où avant on avait peut-être cette notion de collectif, aujourd'hui, petit à petit, et je pense que les DRH ne vont pas me contredire, chaque DRH va mettre en place des projets spécifiques pour leurs collaborateurs. Donc il y a cette individualité qui prime. Deuxième facteur, deuxième cause de némostalgie. Après, je vous rassure, on ne va pas tous déprimer ensemble au déjeuner. Deuxième cause de némostalgie, c'est aussi ce sentiment de déclassement qu'on constate de plus en plus. Il n'y a pratiquement pas une semaine où on ne nous dit pas la France a régressé. Justement, tout à l'heure, on en parlait au classement PISA. Les classements sur l'industrialisation, même s'il y a des efforts de réindustrialisation qui sont faits, on a ce sentiment en tant que citoyen d'être de plus en plus déclassé dans un contexte international où c'est extrêmement difficile de prendre sa place. Deuxième sentiment de déclassement, c'est aussi ce sentiment de déclassement qui est transmis par les politiques. On nous dit à chaque fois, oui, mais là, on n'a pas pu faire parce que c'est l'Europe qui nous a empêchés de faire des choses. La Commission européenne nous a empêchés de mettre en place telle ou telle chose. Donc on a cette impression aussi que notre destin nous échappe, à la fois avec cette dimension internationale, mais aussi cette dimension européenne. Et puis pour ceux qui habitent en province, il y a aussi ce sentiment peut-être de déclassement où on va avoir des injonctions nous disant il faut prendre les transports en commun. Oui, mais voilà, dans certaines campagnes, les transports en commun ne sont pas forcément présents. On a de moins en moins de services publics dans certains lieux. Donc voilà, il y a aussi ce sentiment de déclassement entre province versus grande ville. Ce sentiment de déclassement, est-ce qu'il est présent dans l'entreprise ? Alors le sentiment de déclassement, il peut prendre une autre forme de ressenti en entreprise. Ça va être finalement cette inquiétude qu'on va avoir par rapport à l'intelligence artificielle. Se dire, est-ce que je maîtrise mon destin aujourd'hui? Parce que je suis face à un vertige, le vertige de l'intelligence artificielle, et ça se trouve, demain, mon travail, il sera fait par une machine. Ce sentiment de déclassement, je vais vous interpeller un petit peu sur la sémantique, juste pour vous taquiner. Ce qui m'amuse beaucoup dans les entreprises, c'est cette notion de talent.
on cherche tous des talents. Il n'y a pas une annonce où on ne nous dit pas recherche 200 talents pour venir s'engager à nos côtés dans l'entreprise. Et je voulais vous faire revenir sur finalement cette notion de talent d'un point de vue étymologique. Le talent, c'est quoi? C'est une unité monétaire. Donc en Grèce antique, on utilisait le talent pour mesurer. Cette notion, donc on a déjà cette notion de mesure finalement, de mesure de compétence presque. Cette notion de talent, on la retrouve aussi dans l'Évangile selon saint Matthieu. Où vous avez un maître qui va donner un talent, 2 talents et 5 talents à ses serviteurs, et il va leur demander de les faire fructifier. Et celui qui aura un seul talent va l'enterrer dans la terre. Et on se rend compte que le seul qui va pouvoir faire fructifier son talent, c'est celui qui en avait 5. Donc, on voit tout de suite que le talent est quelque chose qui est extrêmement mal distribué. Enfin, aujourd'hui, j'avais beaucoup d'ambition. Je m'étais dit que j'allais vous faire une petite chorégraphie, mais je ne suis pas Beyoncé. Voilà, j'ai pas le talent de pouvoir faire ce type d'animation. Je pense que Jean-Michel joue très bien au foot, mais il n'est pas Kylian Mbappé. On est d'accord? Voilà. Donc le talent est quelque chose d'extrêmement mal distribué. Donc faire croire à ses collaborateurs qu'ils ont tous un talent à pouvoir exploiter dans l'entreprise, ça peut être compliqué à comprendre. Celui qui fabrique des savonnettes, peut-être qu'il est très heureux dans son travail et qu'il est très heureux et très compétent dans la fabrication de savonnettes. Mais le fait de savoir qu'il joue bien au foot ou pas, est-ce que c'est un atout pour l'entreprise? C'est des questions qu'on peut se poser. L'intelligence artificielle va peut-être nous amener à revoir aussi cette grille de lecture. Parce que finalement, quand on construisait des parcours d'entreprise, on construisait des parcours d'entreprise par rapport au passé, par rapport aux compétences qui avaient été acquises par le salarié, et c'est à partir de ça qu'on déterminait son futur. Or, aujourd'hui, le futur, on a quand même quelques difficultés à pouvoir l'anticiper. Et donc, le talent, ça va pouvoir être aussi de regarder finalement quelles sont les conditions pour pouvoir créer le futur en prenant en considération des choses qui n'étaient pas intégrées initialement dans l'entreprise. C'est là où vous allez découvrir aussi toute la richesse des collaborateurs, où certains sont élus municipaux, d'autres sont extrêmement doués en piano, et peut-être qu'il y a des choses à pouvoir exploiter. Mais cette notion de talent, elle peut être à double tranchant, et ça, c'est un point qui me paraît assez essentiel à soulever. Autre symptôme et autre cause, c'est le règne de l'opinion par rapport à celui de l'information. Notamment, on l'a vu encore plus exploser au moment du Covid, où on est tous devenus des épidémiologiques avec un avis extrêmement pointu sur la situation sanitaire. C'est aussi un peu cet effet, je ne sais pas si vous connaissez le principe de Dunning-Kruger. C'est 2 sociologues américains qui ont mis le point pour expliquer qu'en fait, moins on a de compétences, plus on a de convictions. C'est parti d'une histoire où finalement, un braqueur de banque était persuadé aux États-Unis qu'il allait pouvoir braquer une banque en se recouvrant de jus de citron et qu'il serait totalement invisible aux yeux des caméras. C'est vrai que ça paraît complètement dingue, mais lui en était convaincu. Donc il s'est fait arrêter. Et c'est là où ces 2 sociologues se sont dit « Mais comment c'est possible d'avoir eu autant de conviction sur quelque chose qui nous paraît juste complètement dingue, improbable ?» Et donc ça, c'est l'effet Dunning-Kruger. C'est-à-dire qu'en fait, moins on a de compétences, plus on a de convictions et plus on est certain de ses convictions. Donc, et en plus, l'intelligence artificielle va alimenter ces convictions. C'est-à-dire qu'en fait, on va rechercher des informations sur ce sur quoi on est persuadé d'avoir raison. Et donc, on va alimenter nos propres certitudes sur le sujet. Donc, en fait, aucune ouverture d'esprit. Et c'est là où l'opinion va prendre le pas sur l'information. On remet en cause l'information scientifique et on va préférer l'opinion. Ce qui nous amène finalement à mettre en place et en circulation plein d'informations. Si je prends par exemple au niveau des entreprises, on exige des entreprises qu'elles soient de plus en plus transparentes, parce qu'il faut pouvoir générer de la confiance. Qu'est-ce que la transparence? D'un point de vue étymologique, la transparence, c'est une mise au pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on se sent obligé de mettre en circulation des informations pour rassurer
nos collaborateurs, nos différentes parties prenantes, nos actionnaires, ce qui amène à faire aussi des magnifiques rapports, des rapports de transparence. Voilà. Donc on met en place ce type d'outils parce qu'en fait, on est obligé de se... Enfin voilà, c'est cette mise au pas qui est exigée, là où finalement, quand la confiance est présente, dans la notion même de confiance, d'un point de vue étymologique, il y a cette notion de foi. Donc la foi, qu'est-ce qu'elle exige? Elle exige aussi une part de secret. Mais aujourd'hui, on a besoin de tout savoir sur tout et on exige des informations sur tout. Voilà, donc là, on a fait les causes. On est tous très très bien, on se sent tous bien, on est hyper positifs. Qu'est-ce que ça amène comme symptôme? Ça amène finalement la violence qu'on a pu constater encore plus ces derniers jours, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité qui est reconnue dans la société. Et cette violence, finalement, elle interroge, parce qu'on se dit que s'il n'y a plus d'autorité, elle est difficile aussi à maintenir d'un point de vue familial. Si on regarde les émeutes qui ont eu lieu ces derniers jours, il y a beaucoup de parents qui se sont sentis démunis par rapport à des adolescents qui ont été commettre des actes sans qu'ils aient pu réagir ou maintenir le sujet. Et finalement, c'est là où on peut se poser la question, est-ce que l'entreprise n'est pas le dernier lieu de civilité ? Emmanuel Macron nous parle de décivilisation. Et on se dit que l'entreprise... Alors, vous allez me dire, oui, il y a quand même un peu de violence dans l'entreprise, mais il ne faut pas trop le dire. Il y a quand même des choses qui se passent. En même temps, on se dit que dans la famille, voilà, il peut y avoir cette forme de violence. Dans la société, il y a cette forme de violence. Et dans l'entreprise, c'est quand même extrêmement maintenu. Alors peut-être que c'est grâce au cadre contractuel, peut-être que c'est grâce au règlement intérieur, peut-être que c'est... il y a d'autres modes de fonctionnement, mais l'entreprise nous paraît être finalement un lieu à peu près safe. Voilà. Dans les remèdes que je voulais vous proposer, je ne sais pas où on en est d'un point de vue timing. On est bien ? Parfait. Dans les remèdes, là je vais reprendre ma casquette plus d'étymologiste, c'est revenir aussi sur le mot juste. On ne peut pas faire société si on n'utilise pas les mêmes mots et si surtout on ne met pas les mêmes définitions sur les mots qu'on emploie. Il va obligatoirement se créer une fracture si on ne se comprend pas sur l'étymologie, sur les mots qu'on emploie. Étymologie ne veut pas dire qu'on n'accepte pas l'évolution des mots. Bon, il y a un mot qui me fascine en ce moment, c'est Kwakubé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça assez fabuleux. Je vais revenir sur le mot diversité. C'est un mot... En fait, je ne sais même pas d'où ça vient. Personne ne sait d'où ça vient, mais c'est le mot qui est utilisé par les jeunes enfants entre la primaire et le collège. Chaque fois qu'on dit quoi, ils reprennent tous, ils disent Kwakubé. Donc, il faut parler avec les enfants, c'est hyper intéressant. On va parler de diversité. Le mot diversité, d'un point de vue étymologique, ça veut dire c'est deux choses qui s'opposent. On va parler d'une variété de pommes, mais on ne parle pas d'une diversité de pommes. Alors qu'en fait, vous et nous, enfin moi aussi, je suis chef d'entreprise, donc on va parler de la diversité en disant franchement c'est génial, on a mis en place un programme diversité dans l'entreprise, on est hyper fiers. Mais d'un point de vue étymologique, c'est deux choses qui s'opposent. Donc la dimension inclusive, elle n'est plus du tout présente. Je vais parler d'un petit mot aussi, je suis désolée, je vais parler de l'engagement. Engagement, d'un point de vue étymologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre sa vie en gage. On met sa vie en gage pourquoi? On met sa vie en gage pour des ordres, enfin pour une spiritualité, par exemple la religion, donc on rentrait dans les ordres. On peut s'engager pour sa nation, on s'engage pour entrer dans l'armée, pour son pays. Éventuellement, on peut essayer de s'engager en amour, avec plus ou moins de succès. Mais on croit à quelque chose qui nous dépasse. Il faut une cause, quelque chose qui soit plus fort que le day-to-day. Et c'est vrai que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on n'arrête pas de parler de l'engagement. Et je me mets à la place du salarié et je me dis, waouh, le matin, il se lève, il se dit, ouais, ce matin, je vais aller m'engager.
je vais aller travailler pour ma société et on va tous être engagés et ça va être super. Engagez-vous, voilà. On reprend le discours des légionnaires romains dans Astérix. Et c'est vrai que cette notion d'engagement, mais c'est aussi là où est le défi de l'entreprise, c'est qu'il va falloir trouver des causes qui dépassent finalement le travail du day-to-day pour pouvoir donner envie aussi aux salariés de pouvoir justement s'engager. Ça, cette notion de mot est extrêmement importante. Typiquement, le mot inclusion, si on utilise un mot comme le mot inclusion, ça veut dire que de facto, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il a fallu qu'on utilise un mot et qu'on crée un mot pour réintégrer une partie de la population au sein de l'entreprise. Donc on est déjà sur quelque chose qui est un peu bancal, qui bascule un peu. Un autre point qui me paraît intéressant, et c'est un point sur lequel, toujours sur l'étymologie, et c'est un mot qu'utilise énormément Emmanuel Macron, c'est cette notion de concorde. La notion de concorde, il l'a encore utilisée hier dans une interview. Et cette notion de concorde, elle est intéressante à double titre, parce que souvent, notamment au moment des réformes des retraites, on a eu des discours comme quoi il fallait être courageux. Donc cette notion de courage était déjà très présente, mais on n'avait pas cette notion d'empathie. Et finalement, l'étymologie du cœur et du courage, c'est exactement la même. Quand dans le CID, on entend ce vers « Rodrigue, as-tu du cœur ?» c'est aussi cette notion de courage. Et c'est ce qu'on attend finalement aussi du dirigeant d'entreprise, c'est de pouvoir projeter et d'avoir une vision, mais aussi de prendre des décisions difficiles. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un DRH qui me disait « Ah ouais, mais c'est quand même compliqué. D'un côté, on me dit qu'il faut être bienveillant, et de l'autre, on me demande de licencier 50 personnes. Comment je fais pour faire cohabiter les deux discours ?» C'est pas toujours évident. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion et de cœur et de courage, mais c'est aussi d'utilisation du mot juste, et c'est aussi d'arrêter d'utiliser des mots un peu valises, un peu faciles, un peu fourre-tout, pour revenir finalement à des mots simples. Bon, je ne vous dis pas non plus d'avoir le vocabulaire de Donald Trump, parce qu'il y a une analyse qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Il n'utilise que des mots et une construction de phrase d'un enfant de moins de 11 ans. Ça a été, il y a une étude suisse qui a été faite sur ça. Mais c'est aussi pour ça qu'il arrive à capter l'attention. C'est par la simplicité et par la construction de ses phrases. Donc il faut peut-être revenir aussi à une forme de simplicité et puis aussi d'écoute et de dialogue. Je discutais l'autre jour avec un ami allemand qui me disait, en fait, dans la langue allemande, notamment dans les phrases subordonnées, donc avec des explications, le verbe, il est souvent à la fin. Et donc, si le verbe est à la fin, on est obligé d'écouter son interlocuteur jusqu'à la fin de sa phrase. Voilà. Et ça, c'est la différence, parce qu'en France, on se coupe la parole perpétuellement, alors qu'en Allemagne, on ne peut pas. Et donc, réapprendre aussi, finalement, la dispute, la controverse, avec des règles, avec des respects. Et c'est ce qu'on retrouve peut-être aussi un peu dans le dialogue social de l'entreprise. Donc, pour finir, en conclusion, aujourd'hui, finalement, il va falloir recréer du lien, se dire qu'on n'est pas l'un et l'autre, l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Et je vous encourage à lire un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Hartmut Rosa, qui est un philosophe allemand qui a écrit un livre sur l'accélération, justement pour expliquer que la temporalité était en train de changer. Et les injonctions étaient différentes entre le temps du dirigeant, le temps du collaborateur, entre le temps court et le temps long. Et il a écrit un livre qui s'appelle Résonance, où finalement il nous explique qu'il faut revenir à cette notion de résonance, à la fois avec son environnement extérieur, avec les gens qui nous entourent, et notamment l'entreprise est un cadre privilégié pour pouvoir accéder à cette résonance. Voilà. Merci beaucoup. Merci Delphine. Passionnant décryptage et mise en appétit. Qui veut réagir par rapport à ce qui a été dit par Delphine? Passionnant. Tout le monde a faim, en fait. Oui, c'est vrai.
Oui, mais là, ça nous a mis en appétit. Bon, peut-être un petit point, parce que c'est vrai qu'on met en parallèle le collectif, il faut recréer le collectif, il est nécessaire de retisser des liens, lesquels ont été distendus en particulier avec le Covid, avec le travail hybride, et puis de l'autre côté, penser individu, avec des parcours professionnel et personnel, mon CPF, mon compte personnel formation. Le regard de la philosophe et de la chef d'entreprise par rapport à ça? En fait, j'aime bien faire la référence, notamment par rapport à l'entreprise, au théâtre classique, toujours à Avignon, avec cette notion d'unité de temps, de lieu et d'action. C'est le principe du théâtre classique. Et en fait, on a cassé cette unité là où finalement, dans notre mode de fonctionnement et de travail et de collaboration, avant, on avait une unité de temps. On arrivait à une certaine heure au bureau et on repartait à une certaine heure. On avait une unité de lieu. On arrivait au bureau et on rentrait chez soi. Enfin, ces deux espaces, parce que dans plusieurs langues, la notion de temps, c'est à la fois un espace géographique et un espace temporel. Et ces deux notions ont explosé en éclat avec le Covid et avec notamment la notion d'hybridation, où on n'a plus de lieu géographique, on peut travailler souvent pour une partie de la population, hein, on s'entend, là où on le souhaite. Et on n'a plus cette notion de temps, parce qu'en fait, on va utiliser son temps comme on le souhaite, ou on va organiser sa journée peut-être différemment. Et l'unité d'action a aussi volé en éclat, parce qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup en mode projet, où on va aller en réunion, par exemple, on a une réunion, mais en même temps, on va checker ses emails, on va regarder ses réseaux sociaux. Donc, il n'y a plus cette unité qu'on retrouvait et qu'on pouvait avoir avant dans l'entreprise. Aujourd'hui, tout a explosé en éclats, ce qui fait qu'on a une véritable perte de repères sur la façon de pouvoir travailler. Alors comment, justement, on pallie tout ça? Et quelles clés vous pourriez donner avant d'aller déjeuner? Quelle clé? Alors, je pense qu'il va falloir faire un gros travail collectif, tous ensemble, parce que je suis persuadée qu'en fait, les entreprises ont justement oui, une carte en miroir, à jouer. la société. Exactement, et la société. Quoi. Exactement. Après, j'ai pas forcément d'idées sur tout. Je pense que la notion de mots est essentielle, la notion de dialogue en entreprise. Après, ça peut paraître un peu bisounours de dire ça, mais c'est quand même pour moi fondamental de pouvoir aussi savoir s'exprimer, savoir interroger. Aujourd'hui, on n'interroge plus ce qui se passe. Enfin, voilà, on ne pense plus. Je vais dire, je reviendrai bien à l'écriture cursive, mais là, ça va paraître extrêmement rétrograde, mais la construction de la pensée, elle se fait davantage en cursif qu'avec un outil digital. Après, c'est vrai que l'objectif est quand même de pouvoir s'approprier le monde qui évolue, et c'est de se dire finalement, ok, je pense donc je suis, mais je pense donc j'anticipe. Question, Enoch? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me suis levé, je peux rester assis, je crois. On a tous envie de te voir. Merci. Donc, Enoch Effa, fan de DPA. Alors, récent auteur d'un livre autour de l'échec, chef d'entreprise depuis maintenant 15 ans. Et j'ai pu représenter la France un peu partout dans le monde autour de la savate boxe française, une discipline qui fait partie de notre patrimoine mais qui est assez confidentielle. Et je voulais poser une question, c'est une question à vie. Là, on est un peu dans un concept avec pas mal de personnes qui ont une conviction, il me semble, qui est autour d'une phrase qui est bienvenue dans le monde des possibles, non? Et donc ça voudrait dire que ceux qui sont dans cette conviction, en fait, on est entouré de gens qui apparemment seraient incompétents. Pour moi, je me dis, et je pose la question, si par rapport à tout à l'heure, hein, je pense que peut-être on se dit la même chose, mais sous un autre angle, c'est que ces convictions, justement, créent ces compétences, et c'est ce qui est un peu l'histoire d'IGS, si je comprends bien. Moi, il y a 20 ans, on m'a souhaité la bienvenue dans le monde des possibles, ça m'a permis de m'entraîner 2 fois par jour, ça m'a permis aussi de rendre concret quelque chose qui n'était pas du tout statistiquement vérifié, à savoir qu'on pouvait devenir champion du monde en 5 ans, en s'entraînant 11 fois par semaine, en ayant un boulot en alternance. Statistiquement, même mes coachs en rigolaient. Donc, dans quelle mesure, en fait, ce qui a été partagé tout à l'heure sur le fait qu'avoir une conviction, plus on a une conviction et moins on était compétent, moi qui fais partie de ces personnes qui pensent qu'une conviction crée des compétences.
J'ai pas forcément dit. Voilà, donc je voulais savoir en fait s'il y avait moyen peut-être de compléter ça ou peut-être que j'avais mal compris. Non, parce que justement, ça voudrait dire que celui qui travaille ou la partie mérite ne pourrait pas fonctionner. En fait, on a des compétences, on peut bien évidemment les améliorer et elles sont perfectibles grâce aussi au pouvoir de conviction qu'on va y mettre. Mais la notion de talent, je parlais plus de cette notion de talent, c'est un combo de plein de choses avec des rencontres, des conditions et la possibilité de pouvoir exercer ce type de talent. Mais en fait, les compétences, c'est toujours des choses qui peuvent s'améliorer. Un artisan, il va pouvoir s'améliorer, il va pouvoir se perfectionner et c'est toujours possible. Et en fait, si on ne croit pas que c'est possible, à ce moment-là, c'est extrêmement défaitiste, et ne serait-ce que même vis-à-vis de la société. C'est pour ça que je disais, ok, il y a une forme de démostalgie, mais il y a aussi une possibilité de recréer une autre forme de société où l'entreprise pourrait prendre position. Philippe, et on va terminer avec toi. Oui, Philippe Gabillier, professeur à l'ESCP. Je voudrais juste attirer l'attention. On a la chance d'avoir eu dans les ouvrages qui nous sont offerts l'ouvrage de Delphine. Alors j'attire l'attention de tout le monde sur un chapitre qui s'appelle le ressentiment citoyen. Par rapport aux mots, la caractéristique du ressentiment citoyen, c'est qu'il va passer par des mots. Il existe pour tous ceux qui ont fait du développement personnel, vous savez ici, un truc qui s'appelle la communication non violente, quelque chose de tout à fait intéressant. Dans le grand classique s'appelle « Les mots sont des fenêtres ». Or, nous, on a bien vu depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, que les mots sont devenus des parpaings, c'est-à-dire de la caillasse, quoi. Or, on se dit, mais attendez, mais comment est-ce qu'on fait pour transformer de la caillasse en fenêtre? C'est pas évident. Pourtant, ça existe. Ça a été fait à une époque où on prenait des bouts, on prenait de la pierre et on en faisait des fenêtres. À une époque très particulière, d'ailleurs. Hein. L'époque, dans l'histoire de l'architecture, où avec du caillou, dans le fond, avec de la pierre pure, on bâtissait des fenêtres très belles et très complexes, c'est pas un hasard. Quand tu parlais des mots, cette époque-là s'appelait la Renaissance. Il n'y a pas de hasard. Voilà. On va terminer avec ça. Merci Philippe. Merci Delphine. Merci à vous. Merci à vous tous.